En RDC, tout être humain a des droits. Et parmi ces droits, il y a effectivement les droits de propriété. Et c'est défini par l'article 34 de la Constitution. Et aussi, il y a l'article 14 de la loi foncière qui définit la propriété comme étant un droit reconnu à tout être humain, à toute personne, homme ou femme, de disposer d'un bien de manière exclusive et inclusive. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'inclusivité et d'exclusivité de la disposition d'un bien, il faut 3 attributs qui définissent réellement la propriété. Et de ces 3 attributs, il y a ce qu'on appelle l'usus, il y a aussi ce qu'on appelle les fructus et ce qu'on appelle l'abusus. Donc, sans ces 3 attributs, tu n'es pas reconnu comme propriétaire. L'usus veut tout simplement dire que lorsque tu es propriétaire, tu as le droit d'user de la chose parce que ça t'appartient. C'est-à-dire que tu peux la détruire et en faire tout ce que tu veux. Et lorsqu'on parle de fructus, c'est-à-dire que tu as le plein droit de jouir des fruits de ta chose. Par exemple, si tu es propriétaire d'une maison, tu as le droit de faire louer la maison et d'en percevoir les fruits. Donc, les frais de loyer, tu as le plein droit de jouir des fruits de ta maison. C'est ce qu'on appelle les fructus. Et l'abusus, c'est effectivement le droit de disposer de la chose. Lorsque tu disposes d'une chose, tu peux la vendre, tu peux la céder à une personne parce que ça t'appartient et tu n'auras de comptes à rendre à personne parce que tu es le véritable propriétaire. Alors, si tu manques l'un de ces attributs, cela veut dire que tu n'es pas propriétaire. Donc, en tant que Congolais, et les hommes et les femmes ont le droit de disposer d'un bien de manière inclusive et exclusive. Les biens peuvent être des biens mobiliers ou immobiliers. Ça peut être un terrain, un habit, une chaise, mais qui t'appartiennent en tant que propriétaire. Là, on parle d'une femme qui est mariée, qui travaille et qui veut s'acheter un terrain pour en être propriétaire. Et la gestion des biens du ménage sont très bien réglementées par les lois de la RDC. Notamment, il y a le code de la famille qui parle des régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, c'est l'ensemble des règles que le législateur a établies pour permettre aux futurs époux pour les orienter sur la manière de gérer leurs biens en tant qu'époux. Et parlant des régimes matrimoniaux, tout le monde sait qu'en RDC, il y a 3 régimes matrimoniaux. Il y a le régime de la séparation des biens. Cela veut dire tout simplement que lorsque vous décidez de vous marier, vous avez le libre choix de choisir si vous voulez que pendant le mariage, que chacun gère ses biens en propriété. Vous avez le plein droit et la liberté de faire ces choix-là. Parce que ces régimes-là sont élaborés, mais les époux ont la liberté de faire les choix parmi ces 3 régimes. Et donc, dans le régime de la séparation des biens, si la femme travaille et qu'elle veut s'acheter un terrain ou une parcelle, elle a le plein droit d'acheter cette parcelle et de les mettre en son nom parce que ça lui appartient, étant donné que, bien qu'ils sont mariés, chacun gère ses biens. Mais si les époux choisissent le régime de la communauté réduite aux acquis, cela veut dire tout simplement que lorsque vous décidez de vous marier, chacun des époux va être propriétaire des biens qu'il a acquis avant le mariage, mais les biens qui seront acquis pendant le mariage, ces biens seront des biens communs. Et donc, après le mariage, tout ce que tu avais acheté, ça t'appartient. Mais pendant le mariage, la femme ne peut pas s'acheter une parcelle à son nom parce que l'argent qu'elle a obtenu, ça ne l'appartient pas à elle seule, ça l'appartient à elle et son mari, bien que c'est elle qui a gagné cet argent du fait de son travail. Et le code de la famille, parce que le code de la famille a été révisé en 2006, je crois,
Cette code de la famille révisée est venu avec plusieurs innovations. Et parmi ces innovations, il y a les principes de la participation et de la gestion concertée du ménage. Si la femme estime qu'elle a travaillé et qu'elle a gagné de l'argent et qu'il était important qu'elle investisse dans l'achat d'une parcelle, elle doit se concerter avec son mari. Et donc, le mari et sa femme se mettent ensemble et s'accordent sur l'achat d'un terrain et décident si les deux doivent mettre leur nom parce que la parcelle doit leur appartenir les deux. Et si les deux époux décident qu'on achète mais on met la parcelle à ton nom, madame, ça dépend d'eux. Ou soit tu achètes mais on met la parcelle à mon nom parce que d'après tout, c'est le mari qui est le chef du ménage. Mais bien qu'un tas chef aussi, il ne doit pas décider seul. Ils doivent se concerter. Il y a une petite exception. On a acquis des biens avant le mariage et on en est propriétaire. Je prends l'exemple, j'avais acheté un terrain en étant célibataire. Et lorsque je me suis mariée, devant l'officier de l'état civil, j'avais fait l'inventaire de tous les biens que j'ai possédés avant de me marier. Et donc, c'est reconnu et par mon mari et par tout le monde que j'ai possédé une parcelle. Maintenant, je vais vendre cette parcelle. Est-ce que j'ai le droit, bien que ça m'appartient à moi, de les vendre sans associer mon mari? Là, il faut maintenant faire attention parce que le législateur a mis en place des règles pour protéger les biens. Bien que ça t'appartient, tu ne dois pas abuser de ces biens-là. Et dans ces cas-là, je vais vous lire l'article 499 du Code de la famille qui souligne cette exception-là. Tu t'étais marié dans le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire que tu avais des biens avant de te marier, tu avais une parcelle, mais tu veux vendre cette parcelle-là, toi-même tu connais les motifs pour lesquels tu veux vendre, mais avant de vendre la parcelle, tu dois te concerter avec ton mari pour qu'il te donne son accord. Et la raison est bien stipulée sur l'article 499 du Code de la famille qui dit ceci, je vous lis l'article. Cet article prévoit que, quel que soit le régime matrimonial choisi, l'accord des deux époux est obligatoire pour certains actes importants, notamment vendre ou transférer un terrain ou un immeuble. Bien que ça t'appartienne, tu dois demander à ton mari, moi je voulais vendre, comment tu trouves? Pour qu'il te donne aussi soit des conseils ou son accord. Aussi, lorsqu'il faut gréver un bien immobilier d'une hypothèque ou d'autres droits réels, c'est-à-dire tout simplement que peut-être que tu veux contracter une dette et tu veux mettre ta maison ou ta parcelle en hypothèque comme garantie de paiement de la dette. Dans ce cas aussi, il faut consulter ton mari. Si aussi il faut conclure certains baux de longue durée. Les baux, ce sont les baux et loyers. S'il faut peut-être conclure un contrat de loyer à longue durée, une très longue durée, il faut associer ton mari, bien que c'est bien t'appartient. Ou soit, s'il faut contracter des emprunts importants sur les biens du ménage, ou effectuer des donations ou se porter caution pour des montants importants. Des donations, c'est le fait de donner quelque chose à une personne. Ce sont là, et donc, les exceptions dans les régimes de la communauté réduite aux acquis, bien que tu avais acquis un bien avant le mariage, si c'est vraiment un bien de valeur, et la loi souligne bien s'il s'agit d'un terrain ou une maison, tu dois associer ton conjoint pour qu'il donne son accord. Mais s'il ne donne pas son accord, tu peux faire recours au tribunal de paix avec des motifs valables pour que le tribunal te donne cet accord-là. Oui, nous savons tous que nous vivons avec des coutumes qui ont beaucoup discriminé la femme. Et donc, ces coutumes-là n'accordaient pas, et jusqu'à aujourd'hui, dans certaines coutumes, la femme n'est pas autorisée d'avoir le droit de posséder ou de disposer d'un bien.
Donc, c'est supposé que tout ce que la femme peut avoir, même si elle travaille, tout revient à son mari, jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont là des coutumes qu'on appelle des coutumes néfastes, parce que ça contribue à des violences basées sur les genres, tout simplement parce que je suis une femme, je ne peux pas être propriétaire, alors que j'ai des capacités pour travailler. Et ce sont des coutumes qui sont donc contraires à la loi. Et je sais que la coutume, c'est l'une des sources des droits, mais la loi est supérieure à la coutume. Et donc, toutes ces coutumes-là qui disent que la femme ne peut pas être propriétaire d'un bien, parce que je me souviens d'un exemple d'une fille qui était encore célibataire et qui travaillait déjà, elle voulait s'acheter une parcelle. C'est vrai, elle avait acheté, mais elle était obligée de mettre les noms de son petit frère parce qu'elle, selon la coutume, elle ne pouvait pas s'acheter un terrain. Et ça pose problème. Parce qu'il y a les frères qui se retournent contre sa sœur au moment où c'est la sœur qui avait acheté. Donc ce sont des coutumes à vraiment décourager. Il faut parler du droit de la veuve à l'héritage de son mari. Et en République démocratique du Congo, nous assistons à des scènes lorsque les maris décèdent et qu'ils laissent la veuve avec les enfants. Nous assistons à des scènes où on voit les membres de la famille du défunt qui viennent expolier les biens du défunt, qui chassent les orphelins et la veuve sans rien leur donner au moment où les maris décédés avec sa femme avaient travaillé ensemble pour l'acquisition de leurs biens. Mais les membres de la famille viennent dans la plupart des cas chasser la veuve avec les orphelins de la maison du défunt. Mais le code de la famille révisé de la RDC a valorisé la femme lorsqu'elle a été modifiée. Et donc, le code de la famille a donné à la veuve 3 droits sur l'héritage de son mari décédé. En RDC, pour hériter, on peut hériter soit par testament, ce qu'on appelle la succession testamentaire, lorsque les défunts avaient laissé un testament qui dit que à mon décès, lorsque je ne serai plus là, la maison dans laquelle j'habitais appartiendra à ma femme. Là, c'est le défunt qui le dit. Et la loi nous dit que nous devons respecter la dernière volonté du découillus. C'est comme ça qu'on appelle la personne décédée. Mais aussi, en RDC ou en Afrique en général, on n'a pas cette habitude-là d'écrire des testaments. Et lorsqu'il n'y a pas de testament, on se réfère donc à la loi. Et c'est ce qu'on appelle la succession ab intestate. C'est-à-dire que le découillus est décédé sans laisser le testament. Nous allons appliquer maintenant ce que dit la loi. Et selon la loi, la veuve a droit 1. à la pleine propriété des biens de son mari décédé. C'est-à-dire que, parce qu'aussi en RDC, il y a la catégorie des héritiers. Il y a la première catégorie, il y a les enfants nés dans les mariages, les enfants nés hors mariage, les enfants adoptifs, les enfants nés hors mariage, mais affiliés du vivant du découillus. Ces enfants-là sont les enfants de la première catégorie et ont droit à 3/4 du bien du défunt. Après les enfants, il y a maintenant les conjoints survivants, soit la femme ou les maris survivants, qui a aussi les 1/4 des biens du découillus. Mais parmi les héritiers, il y a aussi les pères et mères du défunt, les frères et sœurs, les oncles et tantes qui vont... Bon, les partages s'opèrent, il y a la loi qui a réglementé tout par rapport à ça. Mais lorsque le conjoint décède et n'a pas eu des enfants, c'est sa femme qui vient hériter tout ce que le défunt possède. C'est ce qu'on appelle les droits en pleine propriété de la veuve. Et donc, si le défunt avait laissé une maison, cette maison-là appartient à son épouse qui vit encore, bien qu'elle n'a pas eu des enfants. C'est ce qu'on appelle droit en pleine propriété. Deuxième cas, si le défunt avait eu des enfants avec sa femme, la veuve a le droit d'usufruit
C'est-à-dire qu'elle a le droit de jouir des fruits de la maison dans laquelle elle habitait avec son défunt mari. En d'autres termes, elle a le droit d'y vivre avec ses enfants, ou soit elle et ses enfants peuvent décider de faire louer la maison et les frais de loyer seront gérés par la femme parce qu'elle a le droit d'usufruit. Lorsqu'on parle d'usufruit, c'est juste jouir des fruits de la maison laissée par les défunts. Et donc, elle peut faire louer la maison et en percevoir les frais de loyer, et elle peut donner quelque chose à ses enfants et s'acheter de la nourriture. Donc, c'est ça un peu. Mais aussi, elle a le droit des aliments. Par exemple, si elle n'a pas travaillé pendant les vivants de son mari et qu'elle n'a pas vraiment moyen de se nourrir, la loi dit qu'elle a aussi le droit aux aliments. C'est-à-dire que la belle famille doit s'assurer que la veuve obtient quelque chose qui va lui permettre de survivre en termes de nourriture. Mais attention, bien que la loi accorde à la veuve les droits en pleine propriété, la pleine propriété, c'est qu'elle a les trois attributs. C'est qu'elle peut vendre, elle peut louer ou soit elle peut détruire la maison parce qu'elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas d'autre héritier, elle est l'unique héritier. Là, elle a les droits en pleine propriété. Mais lorsque les enfants là, sont là, elle a seulement le droit de jouir de la maison. Alors que les droits des propriétaires nous disent que pour être propriétaire, il faut jouir des trois attributs. Maintenant, dans ce cas d'usufruit, elle n'a pas les trois attributs. Elle a juste un seul attribut parce qu'elle n'est pas propriétaire. Et donc, elle a seulement le droit de jouir des fruits. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vendre cette maison parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient aux enfants. Mais aussi, elle ne doit pas se remarier. Si elle se remarie à un autre homme, elle perd les droits d'usufruit qu'elle avait sur cette maison. Selon la loi, il n'y a pas de différence entre les enfants. Garçons ou filles, nous avons tous les mêmes droits à l'héritage de nos parents décédés. La loi dit ceci, je peux vous lire l'article qui donne aux hommes, aux garçons et aux filles le droit de succéder aux biens de leurs parents. Il s'agit de l'article 759 du Code de la famille qui dispose que les héritiers de la première catégorie, ce sont donc les enfants nés dans les mariages, les enfants adoptifs et les enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant du découilleuse. Ces enfants-là reçoivent les 3/4 de l'hérédité. Et les partages s'opèrent à égale portion entre eux et par représentation entre leurs descendants. C'est-à-dire quoi? Et les enfants filles et les enfants garçons, tous doivent jouir de leurs droits à l'héritage de leurs parents décédés. Et si l'un des enfants était décédé avant son père et qu'il avait eu des enfants, ces enfants vont venir succéder à la part de leurs parents qui est décédé avant les grands-pères. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est un peu ça la situation. Ce sont les coutumes qui discriminent, qui disent que la fille ne doit pas hériter au bien de ses parents parce qu'elle va se marier ailleurs, elle va hériter au bien de son mari. Ça, ce sont des coutumes qui sont contraires à la loi. Et donc, et les enfants garçons et les enfants filles ont droit à l'héritage. Et l'héritage doit s'opérer à égale portion entre eux. Selon le code de la famille révisé, les époux doivent toujours marcher selon les principales innovations. Et j'ai dit précédemment que parmi ces innovations, il y a le principe de la participation et de la gestion concertée du ménage. Il y a aussi le principe de la complémentarité et entraide entre les époux. Donc, aucun des époux n'a le droit de vendre les cultures sans associer ou sans avoir concerté l'autre.
Tout se décide ensemble dans les ménages. Nous vivons juste, nous assistons à des mauvaises pratiques qui sont effectivement dictées par les coutumes néfastes, où on voit que c'est la femme qui a cultivé, mais lorsque les produits ont poussé, on se rend compte que le mari a vendu sans même associer ça. Ce sont des mauvaises pratiques qui contribuent à des violences dans les ménages, des violences basées sur le genre et qui sont à décourager. Parce que selon la loi, l'homme ne peut pas vendre les cultures, ni acheter un terrain, ni vendre un terrain sans associer sa femme pour l'intérêt du ménage. En cas d'un litige foncier, à qui s'adresser? D'abord, avant d'entamer toute procédure de conciliation, en tant que propriétaire, tu dois te rassurer que tu as tous les documents qui prouvent que tu es le véritable propriétaire. Et en matière foncière, les véritables titres qui prouvent que tu es propriétaire d'un bien, c'est le certificat d'enregistrement. Malheureusement, ça pose problème parce que la plupart des gens n'arrivent pas à suivre la procédure pour obtenir les certificats d'enregistrement. Certains disent que c'est trop coûteux, et surtout en milieu rural, tu as un champ mais tu n'as aucun titre qui sécurise ta terre et ça pose souvent problème. Mais en cas de conflit, la première des choses, c'est rassurer que tu as tous les titres qui prouvent que tu es le véritable propriétaire. Et dans ce cas, alors, il y a plusieurs mécanismes vers lesquels aller pour obtenir gain de cause. Nous avons par exemple, dans la communauté, il y a des mécanismes locaux de résolution pacifique des conflits. Nous avons des médiateurs qui ont été formés pour faire la résolution des conflits fonciers. Et on peut faire recours à ces gens-là pour obtenir solution à son problème. Mais si le problème n'a pas été résolu à ce niveau-là, parce que là au moins, il y a pas de dépenses à faire, ou soit ce n'est pas vraiment coûteux. Mais si là-bas ça a échoué, là on cherche souvent une résolution qui est amiable. Et donc on se convient, on trouve une solution d'ensemble qui est pacifique. C'est une solution qui a été trouvée pacifiquement. Mais si auprès des mécanismes locaux de résolution pacifique des conflits, ça n'a pas abouti, on a les cours et tribunaux vers lesquels s'orienter. Mais là, alors, c'est très coûteux parce qu'il faut payer les frais de procédure, payer les avocats et tous les actes de procédure. On va te demander les frais de consignation. Ça devient coûteux. Et c'est pourquoi nous, on conseille toujours aux gens, on dit toujours que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que lorsqu'on arrive devant les cours et tribunaux, on va beaucoup perdre. Parce que lorsqu'on va en justice, souvent ça appauvrit. Tu peux même vendre un terrain pour avoir l'argent qui va te permettre de bien suivre ton dossier devant les cours et tribunaux. C'est pourquoi nous, on conseille les gens de trouver une solution amiable avant de faire recours aux cours et tribunaux. Mais si ça n'a pas abouti à l'amiable, on a les cours et tribunaux vers lesquels aller pour obtenir solution à son problème. Lorsqu'une femme est propriétaire d'un bien, d'abord ça valorise la femme. Parce qu'on a grandi avec des coutumes qui mettaient la femme à un niveau très inférieur en disant qu'elle ne peut rien posséder, tout doit appartenir à l'homme. Mais lorsque la femme arrive à posséder aussi, à disposer d'un bien, ça la valorise. Ça contribue aussi à la réduction de la pauvreté chez la femme. Parce que la femme va investir avec ces droits-là. Elle peut faire louer la maison et contribuer
aux charges du ménage. Parce que comme je l'ai dit avant, le code de la famille demande à ce que la femme aussi participe dans la gestion du ménage. Et lorsqu'on participe dans la gestion du ménage, c'est-à-dire que la femme aussi apporte une contribution, que ce soit morale ou financière, pour l'épanouissement du ménage. Et donc, lorsque la femme devient déjà propriétaire, ça contribue au développement de la famille parce qu'elle va amener aussi sa contribution. Et ça réduit également les violences basées sur les genres parce que la femme aussi, elle est protégée. Et ça contribue à l'épanouissement de la femme elle-même parce qu'elle aura aussi de l'estime et elle va se considérer aussi comme un être humain dans la société parce qu'elle peut aussi produire et apporter quelque chose. Et donc, le fait pour la femme de posséder aussi ou de disposer d'un bien contribue à la réduction des violences. Vous savez, dans les ménages, lorsque la femme n'apporte rien, elle subit beaucoup. Mais lorsqu'elle apporte, elle a aussi une certaine valeur devant son mari qui la respecte. Elle sait que j'ai une femme qui m'aide et subvient aussi aux charges du ménage. Pour contribuer au renforcement des droits fonciers de la femme, je crois d'abord qu'il faut sensibiliser les femmes sur leurs droits parce qu'elles ont le droit d'être propriétaires, mais la plupart des femmes ne connaissent pas qu'elles ont aussi ces droits-là. Elles ont grandi avec des coutumes et c'est dans leur tête. Lorsque tu lui parles, tu peux aussi t'acheter, elle pense que tu veux venir détruire sa relation avec son mari, mais il faut d'abord sensibiliser les femmes sur leurs droits. Il faut vulgariser les lois qui accordent à la femme son droit à la propriété. Et parmi ces lois, j'ai cité la Constitution qui dit que nul ne peut être privé de son droit de propriété. Lorsque la Constitution dit nul ne peut, c'est-à-dire que ce soit l'homme, que ce soit la femme, personne ne peut être privé de son droit de propriété. En RDC, au moins, nous avons des lois qui sont favorables à l'égalité homme-femme et il n'y a pas vraiment de discrimination homme-femme en matière de droits en RDC. Et donc, pour renforcer les droits fonciers de la femme, il faut faire des sensibilisations, sensibiliser les femmes sur leurs droits, vulgariser les lois qui promeuvent les droits des femmes à la propriété. Et donc, j'ai cité la Constitution, l'article 34. Il y a l'article 14 de la loi foncière. Il y a aussi le code de la famille. Donc, il faut vulgariser ces lois-là pour que les chefs coutumiers, pour que les hommes qui sont les principaux acteurs des violences à l'égard des femmes en ce qui concerne la propriété, qu'ils comprennent qu'ils agissent mal en privant la femme de son droit à la propriété, qu'ils comprennent aussi que les biens fondés du fait que la femme jouisse de son droit de propriété, parce que les hommes doivent comprendre qu'il y a plusieurs avantages lorsque la femme aussi gère, lorsque la femme possède. Parce qu'on dit souvent que ce sont les femmes qui savent gérer. Et lorsque la femme gère, elle gère bien. C'est ce qui se dit. Au moins, il y a des bonnes choses qui se disent par rapport à la femme. Et donc, il faut sensibiliser également les hommes sur les biens fondés ou soit les bénéfices lorsque la femme aussi devient propriétaire. Il faut vulgariser la loi, je l'ai dit. Sensibiliser la communauté sur la sécurisation foncière. Tu peux être propriétaire, mais si ta terre n'est pas sécurisée, tu risques de perdre. Il faut toujours avoir les titres. La plupart des gens, lorsqu'elles achètent, elles se limitent à l'acte de vente. L'acte de vente ne te sécurise pas. Parce qu'un même vendeur peut vendre à plusieurs autres acheteurs. Et toi, tu risques de perdre si tu n'as pas les certificats d'enregistrement. Ou soit, avant d'avoir les certificats d'enregistrement, tu dois être muni au moins d'un titre d'occupation parcellaire avant que tu n'aies obtenu les certificats d'enregistrement.